Bonjour, nous allons aborder la contraception hormonale. Je vais commencer ce cours par aborder les différentes contraceptions estro-progestatives. Voici les objectifs pédagogiques. Ce cours vient en complément de données de base de physiologie du cycle hormonal. On différencie les contraceptifs estro-progestatifs en fonction du type et de la dose d'estrogène, du type de progestatif et du type d'association mono, bi, tri ou multiphasique. Cependant, seuls les contraceptifs oraux associant de l'éthénylestradiol et du lévonorgestrel sont recommandés en première intention. Les estrogènes agissent sur deux récepteurs nucléaires distincts, alpha et bêta, tandis que les progestatifs agissent sur deux isoformes A et B codés par le même gène. Leurs actions sur des récepteurs nucléaires expliquent leurs impacts multiples. Sur ce schéma, un cycle menstruel normal est représenté à gauche. À droite, le même cycle est présenté sous contraception estro-progestative. On observe que sous contraceptif, la sécrétion de FSH et de LH est inhibée, particulièrement au point culminant du milieu du cycle. Or, ces deux hormones sont nécessaires au développement du follicule et à l'ovulation. La conséquence est l'absence de développement folliculaire et un blocage de l'ovulation, qui sont principalement liés au progestatif. Les estrogènes contribuent modérément à la suppression de l'ovulation, mais contribuent surtout au contrôle du cycle et à la stabilisation endométriale. L'effet central antigonadotrope est associé à un effet périphérique, l'atrophie de l'endomètre qui devient moins propice à l'anidation, et un deuxième effet, la modification de la glaire cervicale peu abondante et imperméable aux spermatozoïdes. Concernant la pharmacocinétique des stéroïdes sexuels, l'absorption est rapide, la distribution importante dans le tissu adipeux et l'appareil génital. L'élimination se fait par biotransformation hépatique par le cytochrome 3 à 4. On en déduit immédiatement une interaction médicamenteuse potentielle avec les inducteurs du cytochrome 3 à 4 qui vont diminuer l'efficacité contraceptive. L'effet de premier passage hépatique est faible avec les estrogènes de synthèse représentés par l'éthénylestradiol et il existe une réabsorption importante avec un cycle entérohépatique. Il existe deux types d'estrogènes utilisés comme contraceptifs, ceux dits naturels, l'estradiol et son précurseur, le valérate d'estradiol, et d'autre part les stéroïdes de synthèse de métabolisme plus lent qui ont une action antigonadotrope plus puissante que les stéroïdes naturels. L'éthénylestradiol représente ces estrogènes de synthèse et est recommandé en première intention. Les premières générations de contraceptifs oraux à base de norethistérone ne sont plus utilisés comme contraceptifs. Le contenu en stéroïdes de synthèse a ensuite été progressivement abaissé afin de diminuer les accidents vasculaires. La quantité d'éthénylestradiol est passée de 100 microgrammes à moins de 40 microgrammes par comprimé. Les pilules de seconde génération sont donc mini-dosées en éthénylestradiol, c'est-à-dire qu'elles comportent moins de 50 microgrammes d'éthénylestradiol. Elles comprennent comme progestatif unique le lévonorgestrel et elles sont à utiliser en première intention. En France, elles sont remboursées à 65% par l'assurance maladie. Les pilules de troisième génération sont celles comprenant d'autres progestatifs. Elles ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie du fait d'un service médical rendu jugé insuffisant par l'HAS. Ce service médical rendu insuffisant est lié à l'absence d'efficacité supplémentaire contraceptive et à un surrisque thromboembolique veineux démontré pour les pilules comprenant du gestodène, du désogestrel et de la drospirénone. Les contraceptifs oraux séquentiels comportant un estrogène seul pendant 1 à 2 semaines suivis d'une combinaison estroprogestative n'existent plus depuis longtemps du fait d'une efficacité contraceptive moindre et de pathologies endométriales. Les contraceptifs oraux combinés disponibles aujourd'hui existent donc sous forme de préparation monophasique où les quantités d'éthénylestradiol et de lévonorgestrel sont fixes tout au long du cycle, en préparation biphasique et triphasique dans lesquelles les quantités d'éthénylestradiol et de lévonorgestrel varient en fonction des différentes périodes du cycle. Il n'existe aucune différence d'efficacité ni d'effet indésirable majeur entre ces préparations. La plupart des spécialités sont présentées sous forme de plaquettes à 21 comprimés. Certaines spécialités comportent 7 comprimés de placebo qui ont pour simple but de faciliter l'adhésion thérapeutique. Il existe une spécialité de seconde génération à cycle prolongé où les comprimés doivent être pris en continu pendant 91 jours.
Chaque boîte contient 84 comprimés de l'association de 150 microgrammes de lévonorgestrel et de 30 microgrammes d'éthénylestradiol, puis 7 comprimés de 10 microgrammes d'éthénylestradiol. Cette spécialité est utilisée pour réduire le nombre de saignements menstruels de privation à 4 épisodes programmés par an. C'est donc un choix individuel qui peut être utile par exemple pour des sportifs de haut niveau. Il n'y a pas d'impact sur la fertilité ultérieure, mais on observe plus d'épisodes de spotting. Parmi les contraceptifs estroprogestatifs oraux à ne pas prescrire en première intention, on trouve des spécialités à base de valérat d'estradiol, estrogène naturel associé à des progestatifs de synthèse. Leur efficacité est équivalente à la pilule classique. Clera est la seule pilule indiquée dans le traitement des saignements menstruels abondants en l'absence de pathologie organique. D'autres contraceptifs estroprogestatifs oraux ne doivent pas être prescrits en première intention. Ils contiennent de l'éthénylestradiol associé à la drospirénone, un progestatif dérivé de la spironolactone qui possède des propriétés anti-androgéniques et anti-minéralocorticoïdes modérés, qui avaient été utilisés pour diminuer la rétention hydrique. Par rapport aux estroprogestatifs de seconde génération, il existe un surrisque d'accident thromboembolique veineux pour ces molécules. Il existe enfin des spécialités avec d'autres progestatifs, la chlormadidone et le dienogeste. Il existe un risque augmenté de méningiome avec la chlormadidone lorsqu'il est utilisé comme macroprogestatif. Il existe des spécialités à base de cyprotérone, un progestatif à activité anti-androgénique, dont l'indication est le traitement de l'acné juvénile et pas celui de la contraception orale. Son efficacité sur l'acné est modérée et ne s'observe qu'après plusieurs mois de traitement. Il existe deux autres spécialités particulières dont l'utilisation est en nette baisse. Le patch contraceptif est un timbre diffusant une quantité suffisante d'éthénylestradiol et d'un progestatif au travers de la peau. On applique un timbre toutes les semaines pendant 3 semaines, suivi d'une pause d'1 semaine. L'effet indésirable local est une réaction sur le site d'application. Le risque d'événement thromboembolique veineux est 2 fois plus important que celui des pilules de seconde génération. L'anneau vaginal contraceptif diffuse quotidiennement un taux constant d'éthénylestradiol et d'un progestatif. Chaque anneau est utilisé pendant 3 semaines, puis est retiré, pour un intervalle sans anneau d'1 semaine. L'effet indésirable local le plus souvent signalé est la vaginite. Encore une fois, le risque d'événement thromboembolique veineux est plus important que celui des pilules de seconde génération. L'indice de Pearl est utilisé dans les essais cliniques pour mesurer l'efficacité des méthodes de contraception. Il correspond au nombre de grossesses observées pour 100 femmes utilisant une contraception donnée pendant 1 an. On observe que la contraception estroprogestative est efficace, nettement plus que l'utilisation de préservatifs, mais qu'il existe une importante différence entre l'efficacité contraceptive dans des conditions idéales et celle en routine, cette différence étant moindre pour la contraception par dispositif intra-utérin. L'efficacité des contraceptifs oraux œstroprogestatifs peut en particulier diminuer en cas d'oubli, de prise, de vomissement ou de diarrhée sévère, ou lorsque certains traitements, en particulier inducteurs enzymatiques ou perturbant le cycle entérohépatique, leur sont associés. Nous allons diviser les effets indésirables en 2 catégories. Nous verrons les effets indésirables graves et rares plus loin. Les effets fréquents sont le plus souvent non graves, mais tendent à diminuer l'adhésion thérapeutique et donc à changer le type de pilule ou de modalité contraceptive. En effet, avec les pilules normodosées qui n'existent plus, il n'y avait pas de développement folliculaire. Avec les pilules mini-dosées, surtout avec celles comprenant 20 microgrammes d'éthénylestradiol ou moins, il existe un développement folliculaire persistant dans un nombre variable de cas, de 15 à 20%, avec pour conséquence des douleurs abdominopelviennes, des saignements, des mastodinies. Le rapport estroprogestatif variable et la nature du progestatif utilisé définissent ce qu'on appelle dans le grand public le climat hormonal des pilules. Ce climat hormonal n'est pas une notion pharmacologique. Les nuances de ces climats sont difficiles à apprécier et varient en fonction de la sensibilité propre de chaque patiente. Ceci peut conduire à des adaptations de prescription en fonction du choix et de la tolérance individuelle à la pilule testée. Voyons les effets indésirables graves. Les effets indésirables rares peuvent être graves et sont principalement représentés par les accidents vasculaires artériels, en particulier infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, et les accidents thromboemboliques veineux, embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde. Le risque de thrombose artérielle est de l'ordre de 2 à 4 pour 10 000 patientes par an et augmente avec l'âge, le surpoids, le tabagisme et les facteurs de risque cardiovasculaire.
Pour le risque artériel, c'est la dose d'estrogène qui importe. La nature du progestatif ne semble pas changer le risque artériel. Sur le tableau de droite, on voit que les accidents thromboemboliques veineux sont par contre plus fréquents avec les pilules de troisième génération ou les pilules à la drospirénone par rapport aux pilules de seconde génération. Ce risque est plus important dans la première année d'utilisation ou lorsqu'on reprend la pilule après interruption. La conséquence thérapeutique est que l'Agence nationale de sécurité du médicament recommande de privilégier en première intention la prescription de pilules de seconde génération en choisissant en priorité la plus faible dose d'éthénylestradiol, c'est-à-dire 20 microgrammes ou moins. Enfin, un dosage de cholestérol total, triglycérides et glycémie à jeun sont réalisés sans recherche de thrombophilie systématique au moment de la prescription et 5 ans après. La prise de contraceptif oral estroprogestatif peut être responsable de nombreux effets indésirables rares, neurologiques à type de céphalée, migraine ou vertige, ou aggravation d'une comicialité, adéno-hypophysaire à prolactine. Du fait de la biotransformation hépatique, on observe de rares cas d'adénome hépatique et d'ictère cholestatique. Enfin, le cloasma ou masque de grossesse, c'est la présence de plaques pigmentées de couleur marron, souvent symétriques et bien limitées sur le visage. Elles sont réparties sur le front, les tempes et les joues. Enfin, on observe à l'arrêt du traitement des aménorrhées qui sont plus fréquentes en cas de signes irréguliers et qui, en général, cèdent spontanément. L'effet de la pilule sur le risque de développer un cancer a fait l'objet de longs débats scientifiques. On considère à ce jour que les contraceptifs oraux estroprogestatifs augmentent modérément le risque de cancer du sein, du col de l'utérus et du foie, mais qu'ils réduisent de moitié la survenue de cancer de l'ovaire, de l'endomètre et colorectaux. Le risque de cancer du sein a surtout augmenté pour les utilisatrices récentes. Après 10 ans d'arrêt d'utilisation, ce risque rejoint le risque normal. Les contre-indications des contraceptifs oraux estroprogestatifs sont nombreuses en rapport avec le risque vasculaire. Je vous liste ici les contre-indications absolues en lien avec l'existence d'une maladie métabolique ou de circonstances qui augmentent le risque d'accident vasculaire artériel ou veineux, diabète compliqué, dyslipidémie sévère, vascularite, pathologie auto-immune, etc. Il existe également des contre-indications en dehors de la sphère cardiovasculaire, celles liées à l'existence d'un cancer ou de lésions précancéreuses du sein ou d'infections hépatiques. Une attention particulière doit être portée dans les cas de porphyrie. Enfin, la contraception orale estroprogestative n'est pas adaptée en postpartum du fait du risque thromboembolique veineux et on privilégie la contraception microprogestative. L'ANSM a édité un document pour aider les prescripteurs et recense précisément les contre-indications absolues en lien avec le risque vasculaire. On trouve de plus la nécessité d'arrêter la contraception en cas d'immobilisation prolongée. Au-delà de ces situations de contre-indication absolue, on va se trouver dans de nombreuses situations de contre-indication relative où la balance bénéfice-risque sera appréciée à titre individuel. Notez bien que le tabagisme chez une femme de plus de 35 ans est une contre-indication absolue. Notez aussi que la présence d'un tabagisme chez une femme de moins de 35 ans, une HTA non sévère, un diabète équilibré ou une dyslipidémie modérée ou une migraine sans aura ne sont pas des contre-indications absolues mais relatives. Tous les contraceptifs oraux présentent des interactions médicamenteuses avec les inducteurs enzymatiques pouvant diminuer l'efficacité contraceptive de la pilule pendant le traitement et un cycle après l'arrêt du traitement. On trouve le millepertuis, certains antiépileptiques, certains antibiotiques antituberculeux, la griséofulvine, le bosantan, le modafinil et certains antirétroviraux. Le lorglista pourra également diminuer l'efficacité contraceptive. L'efficacité contraceptive est immédiate si les comprimés sont pris le premier jour des règles. La conduite à tenir en cas d'oubli de prise est importante. La barrière de 12 heures en dessous de laquelle le risque de grossesse est négligeable est avérée. Au-delà de 12 heures, je vous indique précisément les recommandations de la Haute Autorité de Santé. En cas de diarrhée importante ou de vomissement dans les 4 heures suivant la prise, il est indiqué de reprendre un comprimé de la même nature. Depuis mars 2013, les modalités de dispensation se sont élargies. Il est possible de renouveler l'ordonnance pour 6 mois par un pharmacien ou un infirmier si cette ordonnance date de moins d'1 an. Enfin, il n'y a pas d'avance de frais à faire en dessous de 26 ans pour les pilules remboursées et la dispensation est gratuite et anonyme pour les mineurs. Passons à la seconde partie, la contraception progestative pure et la contraception d'urgence. La contraception dite progestative recouvre
4 méthodes bien distinctes. Les pilules microprogestatives dont l'utilisation augmente, les implants sous-cutanés dont l'utilisation est stable, les injections intramusculaires qui sont beaucoup moins utilisées, ainsi que les dispositifs intra-utérins au lévonorgestrel. L'efficacité contraceptive des pilules microprogestatives est comparable à celle des pilules estroprogestatives. Les méthodes injectables sont extrêmement efficaces, c'est la raison pour laquelle elles seront utilisées, en particulier en cas de mauvaise adhésion thérapeutique. Il existe 2 types de pilules microprogestatives. Les premières comportent du lévonorgestrel et ont une action principalement périphérique en coagulant la glaire cervicale qui devient impropre au passage des spermatozoïdes, avec une action antigonadotrope partielle. Dans ce cas, les règles sont la plupart du temps conservées. Par contre, la tolérance aux oublis de prise est faible, de l'ordre de 3 heures. L'autre type de pilule comporte du désogestrel, avec un effet antigonadotrope beaucoup plus marqué, en plus des effets périphériques. Ces pilules permettent un délai d'oubli comparable à celle des pilules estroprogestatives, mais les règles sont supprimées dans la plupart des cas. Pour toutes ces pilules microprogestatives, les plaquettes de pilules contiennent 28 comprimés. Chaque comprimé doit être pris chaque jour à la même heure, tous les jours. Ces pilules seront efficaces au bout de 48 heures, à condition de prendre le premier comprimé de la plaquette le premier jour des règles. Les pilules microprogestatives sont caractérisées par l'absence de risque vasculaire ou métabolique. Par conséquent, elles pourront être utilisées en cas d'antécédents cardiovasculaires ou de facteurs de risque, sauf en cas d'accident thromboembolique évolutif. Cette méthode est donc la contraception préférentielle également en postpartum et au cours de l'allaitement. Les effets indésirables principaux sont fréquents et liés à l'inhibition partielle de la fonction ovulatoire, avec troubles du cycle menstruel à type de métrorragie, spotting ou aménorrhée, une dystrophie ovarienne possible. Elles peuvent aussi favoriser une prise de poids et réactiver une acné. Une modalité particulière de contraception est l'implant progestatif sous-cutané à base d'étodorgestrel. Cette contraception est également qualifiée de macroprogestative, même si les doses sont inférieures à celles obtenues avec l'injection intramusculaire. Il s'agit d'un bâtonnet flexible, radio-opaque, non biodégradable, inséré sous la peau. L'insertion doit être maîtrisée et le bâtonnet doit pouvoir être senti au travers de la peau du fait de possibles lésions neurovasculaires au site d'insertion et de migration vasculaire du bâtonnet, y compris dans les artères pulmonaires. La durée d'effet est de 3 ans si le poids est normal, durée à l'issue de laquelle le bâtonnet est retiré. Cette durée est plus courte en cas de surpoids. Des effets secondaires fréquents sont les irrégularités menstruelles ou une acné, pouvant être à l'origine d'un retrait prématuré du dispositif. L'implant progestatif serait une méthode plus particulièrement adaptée aux femmes sujettes à des problèmes d'observance, acceptant ce type de contraception. La médroxyprogestérone dispose d'une AMM comme contraceptif à longue durée d'action lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser d'autres méthodes contraceptives. Ce progestatif retard injectable est utilisé chez les femmes ne pouvant pas assurer la prise régulière et rigoureuse d'une autre forme de contraception. Elle est associée de façon fréquente à des effets indésirables métaboliques et à des perturbations du cycle menstruel. Les dispositifs intra-utérins libérant un progestatif sont considérés comme des médicaments. Selon la HAS, ces DIU libérant du lévonorgestrel sont des contraceptifs de seconde intention. Ils doivent être proposés si un dispositif intra-utérin au cuivre a été mal toléré. Ils sont également indiqués en première intention en cas de ménorrhagie abondante. L'aménorrhée est donc un effet indésirable fréquent et attendu. Nous passons à la dernière partie, la contraception d'urgence. Le lévonorgestrel et l'ulipristal peuvent être utilisés comme contraceptifs d'urgence hormonaux. Ils agissent du fait de leur action antigonadotrope. Le lévonorgestrel est un progestatif qui se prend en un comprimé de 1,5 mg, au plus tard 72 heures après le rapport non protégé. L'ulipristal a été plus récemment mis sur le marché. Il s'agit d'un antagoniste des récepteurs de la progestérone qui peut s'utiliser jusqu'à 5 jours après le rapport non protégé. Attention, l'efficacité de ces médicaments n'est pas de 100%, elle est moindre que celle de l'implantation d'un dispositif intra-utérin au cuivre qui va empêcher l'anidation, mais dont l'insertion est plus compliquée à mettre en œuvre. L'ulipristal est à éviter chez des femmes asthmatiques sévères sous corticoïdes oraux du fait de son action non sélective qui peut être également antagoniste des récepteurs glucocorticoïdes. Les modalités de la dispensation de la contraception d'urgence sont particulières et sont communes aux 2 médicaments, lévonorgestrel et ulipristal. Elle est disponible sans ordonnance, délivrée anonymement et gratuitement aux mineurs en pharmacie ou en centre de planification familiale. Elle peut être délivrée par les infirmières scolaires ou en service universitaire de médecine préventive.
Vous trouverez les informations mises à jour sur les sites de l'ANSM, de la HAS et de Santé publique France.